Dose d'économie avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour, c'est pas des mauvaises nouvelles mon truc. Vous allez voir, c'est pas exactement des mauvaises nouvelles. D'abord, ce sont pas des nouvelles. Pas que des mauvaises nouvelles. Bon, voilà. Avec notamment deux études qui ont été publiées ces dernières heures, qui donnent un petit peu une vision du budget 2026. On en parlait hier matin avec la sortie d'Éric Lombard. Que nous apportent ces études, Nicolas ? Avant de répondre précisément, elles nous apportent une sorte de sortie de déni. Elle nous apporte cette vision où l'économie est parfois d'un profond cynisme. Et alors, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. La première, elle émane de l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales, qui est une jeune organisation qui est née d'un rapprochement entre l'École d'économie de Paris et le CEPREMAP. C'était en janvier 2025, qui est dirigée par l'économiste Lionel Fontanier, qu'on connaît bien à BFM Business. Et elle dit 2026, l'effort à fournir, il va falloir essayer de le faire peser là où c'est le moins récessif possible, là où ça fait le moins de mal à l'économie. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas tailler sauvagement dans la dépense publique, parce qu'il y a un moment, si on détruit la dépense publique, on a un effet récessif qui est validé par les multiplicateurs que l'on connaît bien. Évidemment, il ne faut pas reproduire la logique du rabot, celle qu'on a utilisée en urgence en 2025. Il ne faut pas non plus tailler dans les aides sociales qui contribuent à réduire les inégalités, parce qu'elles profitent à des gens qui, si ces aides sociales sont revues à la baisse, vont consommer moins. Donc elles donnent déjà des éléments auxquels il ne faut pas toucher pour éviter les effets récessifs. Et alors du coup, qui paye dans l'histoire ? Et là, c'est là où c'est assez violent, il faut être honnête, puisque clairement, l'étude de l'IMIP cible les retraités et les chômeurs. En fait, elle cible des gens qui bénéficient de transferts du système, transferts par des pensions, transferts par des indemnités, mais qui sont liés aux revenus antécédents dont ces gens bénéficiaient, avec l'idée, encore une fois un peu cynique, que cette catégorie de la population, se voyant finalement appauvrie, fera les efforts nécessaires pour limiter cet appauvrissement et préserver son niveau de vie. Sous-entendu, le retraité cherchera à avoir une activité pour pouvoir préserver son niveau de vie. Celui qui est demandeur d'emploi cherchera probablement à sortir au plus vite du système de manière à retrouver un emploi qui lui permet de préserver son niveau de vie. Je ne vous dis pas que c'est sympa, mais en tout cas, c'est du lourd, ça envoie du lourd et ça met sérieusement les pieds dans le plat. Et donc les actifs ne seraient pas concernés, ça reviendrait à faire payer au final des minorités, mais de quelle façon ? Là, les propositions sont encore une fois d'une violence incroyable. Oui, effectivement, ça revient à faire payer une minorité, c'est d'une injustice absolue. Ça supposerait que les chômeurs et les retraités seraient responsables des 3 points de déficit qui nous séparent de la plupart de nos pays, les pays voisins. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Et donc, là, il y a des propositions sur les retraites. Alors, ça active tous les leviers qu'on peut imaginer. Donc, l'âge de départ, c'est 67 ans, par exemple. L'abattement de 10%, évidemment, il est supprimé. Les CSG réduites, évidemment, sont rehaussées. Durcissement des dispositifs carrière longue. Ou alors aussi, essayer de cibler carrément les pensions de réversion, les pensions qui sont touchées par le dernier survivant, lorsqu'elles sont particulièrement élevées. C'est juste c'est super antisocial, mon truc. Après, vous prenez sur les chômeurs, alors là, c'est une espèce de copie de ce que font les Britanniques. On arrête de verser une indemnité chômage tous les mois en fonction du précédent revenu, on verse un forfait mensuel. 700 € pour tout le monde. Waouh, ça, je peux vous assurer que on n'a jamais osé aller jusque-là. Les ruptures conventionnelles, qui sont un grand succès avec tous les abus, les effets d'aubaine que ça suppose, existent. On supprime les ruptures conventionnelles. Et en cas de rupture volontaire d'un contrat de travail, pas d'accès à l'assurance chômage. Alors, économiquement, efficacité garantie pour attaquer frontalement la question du recul des déficits, de la soutenabilité de la dette, avec la tentative de baisser la dépense publique pour essayer d'arriver à retrouver un équilibre primaire positif. Socialement, ce que je vous ai dit là, c'est inacceptable. C'est inaudible, c'est insupportable. Puis politiquement, il est clair que c'est invendable, c'est inenvisageable et c'est invotable. Donc ça n'existera pas, mais une étude comme celle-là a le mérite d'envoyer des solutions d'économistes avec tout le côté clinique, voire cynique que ça suppose, à des politiques qui derrière devront arbitrer. Le rôle de l'économiste, c'est pas de dire il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est de dire voilà ce qui est possible. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et donc là, je dois reconnaître que j'ai rarement vu quelque chose qui allait aussi loin. Rappelez-nous, c'est une note de l'INPI. L'INPI, absolument. C'est l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales, qui est tout récent, mais ce sont des cercles de réflexion d'économistes sérieux, qui n'ont pas d'obédience particulière,
C'est un travail d'économiste. Seulement celui-là, effectivement, il envoie du lourd. Puis ça arrive aussi à un moment où, dans 15 jours à peine, François Bayrou, Premier ministre, doit dévoiler ses pistes d'économie. Une autre note également a été publiée hier, un peu moins radicale. Un peu moins radical, c'est un vrai travail d'économiste aussi. C'est l'IPP, l'Institut des politiques publiques, alors qui ne peut pas être classé à droite, mais enfin qui n'est pas non plus un institut hyper marqué à gauche. C'est eux, d'ailleurs, vous savez, qui avaient réussi à apporter une forme de lumière sur la réalité précise du taux d'imposition des ultra-riches en France. Après, l'histoire de la taxe Zuckman. Alors, eux, ils ont repris un peu toutes les pistes qu'on entend ces derniers temps. Et on vous balance toujours des pistes comme ça, c'est jamais validé, on ne sait pas trop d'où ça sort. Ça fait un peu ballon d'essai. Donc, par exemple, si vous décidez de supprimer l'abattement de 10% des retraités, vous avez 4,6 milliards. Automatiquement, dès que c'est une mesure qui touche les retraites, comme c'est une très grosse dépense publique, une petite mesure sur les retraites, parce que mine de rien, c'est quand même une petite mesure, ça ne bénéficie qu'aux retraités qui sont redevables de l'impôt sur le revenu, vous avez tout de suite des effets budgétaires énormes. Si vous décidez de désindexer les pensions avec l'idée qu'on ait une inflation à 1,3%, vous avez 3 milliards d'euros d'économie. Après, ils imaginent ce que pourrait provoquer une hausse de la CSG. Pas de la CSG sociale, une hausse de CSG. Alors, je ne sais pas si on est sur le point ou le point et demi, mais enfin, eux, ils arrivent à 14 milliards d'effets de recettes supplémentaires. C'est une hausse d'impôt pure, mais c'est hyper efficace. Ça va taper tous les revenus, y compris les revenus de remplacement. Par exemple, les indemnités d'assurance chômage, c'est un revenu de remplacement. Après, ils imaginent la fameuse année blanche. Je suis sûr qu'on va y aller à l'année blanche. C'est le truc qu'on peut réussir malgré tout à faire passer, compte tenu des contextes politiques que nous connaissons. Ils sont à 5,7 milliards. C'est le gel des prestations sociales, le gel des pensions de retraite et le gel du barème de l'impôt sur le revenu. En fait, je vous parle de ces histoires-là parce qu'on est sur des chiffrages d'économistes. On n'est absolument pas sur des mesures qui sont annoncées, qui vont arriver, qui vont être validées. Mais voilà, ça envoie quand même des pistes avec toute une série d'éléments qu'on a entendus régulièrement, sous forme de rumeurs, au glissé dans une déclaration de ministre. Effectivement, c'est toujours des ballons d'essai. Et puis on attend mi-juillet pour avoir le verdict de Matignon. Mais seulement les ballons d'essai, on va les transformer, les essais. Et bien là, on voit bien qu'on est tranquillement en train de les transformer, les essais. Et donc on sait qu'on a un pays surendetté, qu'on a un pays obèse, que tout ce que je viens de vous dire là est totalement invendable pour l'opinion, mais ça a le mérite de dire une sorte de vérité. Ça a le mérite de commencer à mettre des montants sur la réalité de la dépense publique. Ça a le mérite de commencer à cibler qui paiera, peut-être certains plus que d'autres, avec tout le caractère totalement injuste que ça suppose, mais pour avoir l'effet récessif le moins violent sur l'activité économique dans son ensemble. Et donc, c'est un peu de l'anti en rase gratis. Généralement, le discours politique, c'est en rase gratis. Et là, vous avez des travaux d'économistes qui disent on est arrivé à un point où on ne peut plus raser gratis. Voilà. Alors, il est évident que l'effort budgétaire 26 sera cher. Il est évident que plusieurs vont devoir payer. Et vous avez bien vu dans tout ce que je vous ai cité que là où, quand on nous dit qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts, je vous ai cité pas mal d'endroits où il y avait des hausses d'impôts qui ne disent pas leur nom. Parce que bien sûr, tailler une niche fiscale a le même effet qu'augmenter les impôts, même si ça ne s'appelle pas une hausse d'impôts, mais une baisse de dépenses fiscales. Très clair. Voilà, c'est le côté un peu pédago du travail des économistes qui m'a intéressé. Mais encore une fois, je ne vous annonce rien. Ce sont uniquement des pistes. Après, c'est au pouvoir politique de s'en saisir. C'est toujours la même chose. Voilà, l'économiste vous dit les effets des mesures que vous décidez de prendre, les effets budgétaires, les effets récessifs ou non récessifs, et ensuite c'est aux politiques de trancher.